son est bon, si la connexion est bonne. Je dis oui au Nicaragua. Bon, je vous propose de commencer ce vernissage, évidemment un peu particulier. D'abord, je tiens au nom de la municipalité à vous remercier d'avoir répondu présent à cette invitation virtuelle, mais qui est quand même bien réelle. Alors bien sûr, on aurait tous préféré pouvoir se réunir, comme d'habitude, dans le hall, hôtel de ville, et profiter d'une présentation en bonne et due forme. Mais bon, tout le monde, le contexte sanitaire, c'est pas la peine d'y revenir. Mais malgré tout, je pense qu'il faut quand même être optimiste et il y a quand même des points positifs avec cette nouvelle façon de procéder, cette façon de s'adapter. D'abord, ça nous permet quand même de maintenir cette exposition, parce que si le vernissage est un peu virtuel, il y a bien une exposition avec des œuvres et une histoire à raconter. Ça nous permet donc de maintenir aussi notre vie culturelle et de garder le contact avec tous les amoureux de Noisiel, de la cité Ménier en particulier, mais de la ville de Noisiel en général et de son histoire. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs anciens salariés, notamment de Nestlé ou de Rowntree, même Macintosh. Donc c'est très agréable de les avoir parmi nous ce soir. Et puis il y a aussi un autre point qui est positif, c'est qu'avec cette nouvelle façon de procéder, on aura la possibilité de profiter en replay de la mini-conférence à laquelle nous allons pouvoir assister. D'ailleurs, vraiment, moi, je vous inciterai ensuite à parler de ce replay autour de vous et même à le partager parce qu'il sera en ligne. Alors, j'imagine sur le site internet ou sur la page Facebook de la ville, sur la mienne également. Ça, il ne faudra vraiment pas hésiter à partager ensuite le replay de cette exposition, parce que vous verrez, ça en vaut vraiment la peine. Bon, il était bien sûr important pour la ville de penser ces modes de fonctionnement. On le fait pour ce vernissage. Nous le faisons depuis plusieurs mois pour des réunions publiques qui se tiennent aussi à distance, encore une fois. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça nous permet de continuer à vivre, de garder un contact avec les habitants. Et ça, c'est quand même l'essentiel. Moi, je m'en arrêterai presque là. Je tiens quand même évidemment à remercier le service d'animation du patrimoine pour le travail qui a été fait, le travail original dans le cadre de cette exposition. Je salue aussi au passage notre adjoint chargé du patrimoine, mais aussi de la culture et du tourisme, Nicolas Dujardin-Drault, qui a chapeauté cela avec le service. Et vous verrez, c'est une exposition qui vous emmènera très très loin, au Nicaragua. Ça nous permettra de retracer l'histoire des domaines des Méniers, puisque les Méniers, ça va vous être expliqué en long et en large, avaient acquis des plantations au Nicaragua. Et c'est toute cette histoire que nous allons retracer. Donc merci encore une fois d'avoir répondu présent et j'espère que cette exposition vraiment vous plaira. Le seul petit inconvénient, c'est que d'habitude, après nos vernissages, évidemment, nous partageons le verre de l'amitié et ça, ce sera bien sûr pour plus tard. Alors je pense que c'est Nicolas Dujardin-Drault qui va nous dire quelques mots maintenant avant Madame Anne-Barbara. Merci à vous encore une fois et je coupe mon micro. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bon, mesdames et messieurs, moi je vais pas être beaucoup plus long. Simplement, je tiens à vous remercier évidemment pour votre présence ce soir. Alors une présence qui est bien particulière, c'est sûr, puisqu'elle substitue les connexions Internet aux poignées de main, les micros aux discussions en face à face. Mais même si cette présence est particulière, j'estime qu'elle en est pas moins chaleureuse parce qu'elle est animée par l'envie de découvrir. C'est donc évidemment avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette présentation, à l'exposition donc Valmeunier, une ferme modèle au bout du monde, qui sera organisée du 3 avril au 30 avril. Bon, c'est une exposition qui est le résultat d'une double ambition de la mairie, celle évidemment de vous proposer un événement de qualité, tout en assurant votre sécurité. Et c'est un défi que relève jour après jour, semaine après semaine,
les agents municipaux, et tout comme Monsieur le maire, je tiens évidemment à les remercier pour ce travail. Cette exposition, à mon sens, est tout de même une belle revanche, et vous le constaterez grâce à cette présentation. C'est une belle revanche par rapport à la situation que nous avons, car même si actuellement nos déplacements sont aujourd'hui restreints, elle nous fait voyager, elle nous fait traverser l'histoire, traverser les frontières, afin de pouvoir poursuivre un voyage de l'ancienne chocolaterie Meunier jusqu'au Nicaragua. C'est vraiment un très très beau voyage. Je vais laisser la parole à Madame Barbara, donc responsable du service patrimoine de la ville, qui saura nous guider justement pour ce beau voyage. Donc cette exposition qui durera jusqu'au 30 avril, comme l'a répété Monsieur le maire, vous délivrera les secrets de l'exploitation du cacao par les meuniers et évidemment vous dévoilera aussi la pensée d'un modèle industriel et social unique. Mais je n'en dis pas plus, Madame Barbara saura vous le présenter bien mieux que moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, je vous remercie. Monsieur le maire, les élus et les agents municipaux poursuivent un objectif clair et je tiens à le rappeler, c'est qu'il faut pouvoir rappeler dans ces moments difficiles et inédits que nous connaissons qu'il suffit de peu de choses pour pouvoir rallumer la lumière. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour votre attention. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Dujardin-Drô. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok. Je vais donc couper tous vos micros. Bien sûr, vous pourrez éventuellement reprendre la main si vous avez des questions. Notamment, on est avec monsieur le maire peut-être plutôt en fin de présentation. Donc déjà, je vous remercie effectivement tous de votre présence par ce biais inhabituel. C'est une première fois, je vous le cache pas la visioconférence, mais ce type de présentation en tout cas. Et je vais donc essayer, j'espère, pas essayer, je vais partager mon écran pour vous pouvoir vous montrer quelques visuels. L'idée, c'est, dans un premier temps, de vous présenter assez sommairement le contenu de l'expo, mais de ne pas tout vous dire, puisque j'aimerais justement vous donner plutôt envie d'aller voir l'expo, qui est une expo virtuelle. Donc nous avons tout de même installé quelques panneaux de texte dans le hall de l'hôtel de ville, de manière à ce que les usagers qui viennent faire leur démarche aient quelque chose effectivement à regarder. Mais voilà, nous voulons quand même respecter les règles qui nous sont imposées par le gouvernement. Intégral, avec tout son contenu, est en mode virtuel sur la plateforme VR. Excusez par avance mon accent horrible. Et donc, je vous présenterai à l'issue de ma mini-conférence cette plateforme, comment vous pouvez naviguer dans l'expo. Et puis, comme vous êtes tous présents en direct ce soir, je vous diffuserai en fin de présentation en VIP le lien pour aller dès ce week-end regarder l'expo, puisque le lien ne sera que mardi pour tout le monde. Donc voilà, vous aurez une primeur de pouvoir aller ce week-end vous balader dans l'exposition virtuelle. Alors, je coupe tous les micros pour qu'on ait de bip-bip. Et je vais partager mon écran. Tout le monde a bien l'image à l'écran. Du coup, je vous vois en tout petit, donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça va le faire. Alors, voilà. Donc, pour commencer, je vais essayer quand même d'être assez synthétique et de pas trop vous en dire, comme je vous le disais, pour plutôt faire un teaser et vous donner envie de voir le contenu. Juste pour réintroduire un petit peu, je vais peut-être aller déjà un peu vite, vous rappeler que effectivement la chocolaterie de Noisiel, elle est connue, vous la connaissez tous, pour être un haut lieu d'innovation en toute génération, dans tous les domaines, que ce soit l'architecture, l'ingénierie, la chimie, la publicité, et d'être devenue au fil du temps une entreprise de renommée internationale. Émile Meunier, donc qui est la deuxième génération Meunier, qui est celui qui a vraiment donné de l'ampleur à cette entreprise, accordait entre autres une très grande attention à la qualité des matières premières qui lui permettaient de fabriquer le chocolat. Et il aussi à rationaliser, à moderniser le processus depuis donc la culture du cacao, son transport, jusqu'à la fabrication même du chocolat. Et c'est un peu cela que cette édition tente de vous raconter. En guise d'introduction, pourquoi est-ce que je parle du Nicaragua? Eh bien sûr, parce que le chocolat a son origine sur le continent américain, plus particulièrement en Amérique centrale. Il est né il y a plus de 4000 ans maintenant et
on pense essentiellement que ce sont les peuples Olmec, Maya et Toltec qui l'ont inventé et qui ont commencé à cultiver du cacao. Au Nicaragua en particulier, le cacao donc, aurait été introduit par des populations mayas qu'on appelle les Nicaraos, et d'où le nom Nicaragua, et les Chorotega, entre le Xe et le XVIe siècle. Donc c'est assez tardif par rapport à l'invention du cacao, enfin, du chocolat. Ce qui est intéressant au Nicaragua, c'est que c'est un pays de montagne, très proche de la mer, et qui a un climat qui vraiment est tout à fait favorable à la culture du cacao, et notamment de riches sols volcaniques qui permettent donc de cultiver du maïs, du cacao, du poivre, des haricots, du manioc. Et donc ces sociétés ancestrales avaient développé une société agraire très très importante et très évoluée. Au départ, les plantations diverses et variées étaient sous, bien sûr, la domination des seigneurs indigènes. Lors de la colonisation espagnole, dès le XVIe siècle, bien sûr, elles rentrent sous le contrôle des colons. Et donc, je vous ai mis, j'espère que vous avez des écrans d'ordinateur plus que des téléphones, une image, ça va sûrement être un peu petite, hein, j'en suis désolée, avec les différents ustensiles qui étaient utilisés donc autrefois pour fabriquer le chocolat. Notamment l'image du bas, c'est ce qu'on appelle une métate. C'est une pierre en fait à moudre sur laquelle donc, on roulait avec un rouleau de pierre pour moudre, écraser les fèves. Et en haut, vous avez différents récipients, dont un petit vase à chocolat sur la gauche. Après la colonisation, les populations indigènes, vous le savez, ont été décimées par les maladies, par les guerres, ont été aussi au Nicaragua beaucoup exportées comme esclaves dans les mines péruviennes. Et donc le manque de main-d'œuvre n'a pas tardé à se faire jour dans les plantations. Mais au Nicaragua, comme partout sur ce continent, bien évidemment, rapidement, dès le XVIIIe siècle, on a remplacé ces populations indigènes par des esclaves africains. Donc, et dès que le commerce triangulaire a commencé à se mettre en place. Donc, on a continué à cultiver tout de même du cacao, mais petit à petit, au cours du XIXe siècle, c'est plutôt le café qui va prédominer sur le cacao, qui va rester un usage plutôt rituel et festif de la population et va de moins en moins être cultivé à grande échelle. La petite image que je vous ai mise, elle est assez effectivement surprenante. C'est une image qui date du XVIIIe siècle et qui nous donne une petite idée de comment nous autres Européens voyons. Si je peux me permettre, je crois qu'on ne voit pas votre écran. Ah, Parce que comme vous parlez des images, nous oui, ne les voyons pas en même temps. Alors, j'espère que ça va refonctionner. Et là, c'est bon? Tout à fait. Super. Bon, oui, je vois pourquoi le partage avait sauté. Donc voilà, donc notre petit Indien d'Amérique centrale tel que les Européens le voyaient au XVIIe et au XVIIIe siècle. J'avance un peu pour arriver à l'ère industrielle, donc au XIXe siècle. L'image que je partage maintenant est une image d'arrachage de betteraves. Vous allez me dire quelle drôle d'idée, pourquoi des betteraves au Nicaragua? En effet, nous sommes plutôt là en Essonne. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'au cours du XIXe siècle, le chocolat va se démocratiser, l'industrialisation va progresser, s'améliorer, et donc les petites fabriques vont devenir des usines modernes, à l'instar de la chocolaterie Meunier. Et une grande nouveauté va se faire jour, c'est Napoléon Ier qui va mettre cela en place et qui va décider que la Seine-et-Marne va être le département d'expérimentation d'une nouvelle plante pour fabriquer le sucre, la betterave. Et donc au cours du XIXe siècle, petit à petit, le sucre de betterave va devenir le nouvel édulcorant et prendre la main sur le sucre de canne qui était autrefois utilisé, ce qui donc bien sûr va permettre de sacrées économies d'échelle. Pendant ce temps-là, il me manque une image. Voilà. Pendant ce temps-là, au Nicaragua, donc bien sûr, on commence à cultiver les étrangers, ça j'y reviendrai tout à l'heure, cultivent de plus en plus le cacao. Vous avez ici une image d'une plantation, elle est un peu plus tardive, elle est des années 1900, c'est une plantation anglaise, mais c'est un peu le même principe. Le cacao donc ne pousse que sur ses terres d'origine, en Amérique centrale, et ce monopole longtemps espagnol va petit à petit, et bien évidemment, s'étendre à fur et à mesure que les Français, les Anglais vont pouvoir intervenir sur ces différents territoires et à leur tour commencer à cultiver, ou en tout cas à tenir des plantations. Du coup, j'avais inversé mes images.
Le Nicaragua, c'est un pays qu'on peut qualifier de souvent dans la tourmente, puisque jusqu'à encore une actualité assez récente, en tout cas au XXe siècle et au XXIe siècle, c'est un pays qui va toujours connaître beaucoup de bouleversements politiques. Déjà, au cours des XVIIIe et XIXe siècles, le pays va être marqué par plusieurs séismes, par des incursions régulières de pirates européens. Et il va passer donc du joug espagnol à l'Empire mexicain après une révolution, et puis des invasions britanniques, américaines. Donc là, c'est une image qui vous retrace une des grandes batailles, je crois que c'est la bataille de Granada, qui va permettre à un Américain un peu fou, Monsieur Walker, de s'autoproclamer président du Nicaragua, et il va diriger le pays quelques années, très peu, avant qu'une nouvelle révolution ne bouscule tout cela. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de mouvements dans ce pays, beaucoup de mouvements politiques qui vont compliquer un petit peu effectivement l'évolution du territoire et qui va, après donc une guerre d'indépendance, on va trouver son indépendance à peu près au milieu, un peu plus tard que le milieu du 19e siècle, et à nouveau une guerre civile qui va opposer les libéraux et les conservateurs, et ça c'est ce qui va vraiment raconter toute l'histoire du Nicaragua pendant près d'un siècle. Ce pouvoir que un coup les conservateurs, un coup les libéraux vont prendre et toutes les révolutions qui vont marquer. En même temps, malgré tous ces tourments, le Nicaragua va se moderniser avec déjà la mise en place assez rapidement, dès le milieu du 19e siècle, d'une ligne de chemin de fer qui va traverser tout le pays, avec l'installation du télégraphe, et avec la création de routes, puisqu'on est au départ sur un territoire qui est vraiment plutôt avec des chemins, des pistes, mais un territoire assez sauvage. Petit à petit, des lois, dès que le Nicaragua sera indépendant, vont être votées pour favoriser les investissements étrangers. Et c'est vrai que le pays ils vont autoriser en fait l'acquisition par les étrangers de terres agricoles. Et le pays va petit à petit devenir ce qu'on appelle une république bananière, dont l'économie finalement va être intégralement ou presque contrôlée par les capitaux étrangers et juste une petite élite locale. Et donc qui va vraiment diriger son économie vers l'export de la production agricole. C'est donc bien sûr ce qui va intéresser des grands industriels comme Émile Meunier, vous vous en doutez. Dès l'époque coloniale également, le Nicaragua donc, est l'une des principales voies de communication entre les deux océans, Pacifique et Atlantique. Et bien sûr, les Espagnols, déjà dès le XVIIe siècle, vont commencer à réfléchir à l'hypothèse de créer un canal interocéanique pour éviter d'avoir à faire en bateau, bien sûr, tout le tour du continent américain. Et cela va éveiller les intérêts des gouvernements américains, anglais, français. Donc ça va beaucoup faire parler, beaucoup de géographes vont être envoyés dans les années 1850, jusque même au début du XXe siècle, pour étudier les différents tracés possibles. Là, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir cette image, c'est pas évident, elle est peut-être petite. On a ici une des pistes de canal qui traverserait le lac Nicaragua et puis emprunterait le Rio San Juan, pardon. Excusez mon accent espagnol, je ne parle pas du tout espagnol, donc c'est une catastrophe. Pour venir ensuite à San Juan del Norte dans l'océan Atlantique. Là, on le voit ici par rapport à une carte de l'Amérique centrale, ce canal qui permettrait de relier ces deux océans. Le système agricole au Nicaragua est, comme dans toute l'Amérique coloniale espagnole, depuis le XVIe siècle, celui de l'encomienda, c'est-à-dire qu'en fait, les colons espagnols qui se sont implantés sur ces terres avaient obtenu en même temps des droits sur les terres, mais aussi sur la population qui y habitait. Donc, quelque chose qui ressemblait un peu à de l'esclavage sans en porter le nom. Cette main-d'œuvre était peu ou pas payée, et donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, elle est progressivement remplacée dans les plantations par des esclaves africains. On va garder tout de même le même système, la même structuration, je dirais, du domaine agricole, qui est donc celle de ce qu'on appelle des latifundios. Donc, ce sont des grands domaines, et chaque latifundio est composé de plusieurs haciendas. Les haciendas, ce sont des fermes qui sont elles-mêmes spécialisées dans un type de culture. Donc, on peut avoir essentiellement à cette époque de l'EVA, donc l'arbre à caoutchouc, du cacao, du café ou de l'indigo, qui sont les 4 grandes plantes vraiment surtout cultivées. Et donc là, vous avez un exemple sur l'image que je partage. C'est pas du tout chez les Meuniers, mais c'est une hacienda au Nicaragua. On voit donc la population locale qui pose pour le photographe.
Et donc, tous ces domaines, tout ce qui est défrichage, culture, entretien, est au départ donc confié à des familles d'esclaves, jusqu'en 1854 où l'esclavage est aboli et va être remplacé par le système du péonnage. Et ça, c'est pas beaucoup mieux, puisque finalement, c'est un système qui va attacher les ouvriers agricoles, les mozos, à la plantation par une organisation du travail qui les oblige à s'endetter. C'est-à-dire que ils sont payés par avance sur le travail qu'ils vont faire. Donc, en fait, à chaque fois qu'ils travaillent, c'est pour finalement pouvoir rembourser ce qu'ils ont déjà perçu comme petit salaire ou pour rembourser ce qu'ils ont acheté à la petite boutique de la ferme ou de la plantation. Donc, c'est un peu plus compliqué. Parmi ces mozos, nous avons les sembradores. Donc, ce sont eux les déboiseurs. Ce sont plutôt des journaliers, ils ne vivent pas forcément sur la plantation, ils vont défricher les terrains, nettoyer, semer. Et ils ne sont payés finalement qu'une fois que les arbres, donc les cacaoyers pour ce qui nous concerne, commencent à produire, donc 4 à 7 ans plus tard. Donc imaginez, tout le travail de déboisement, il faut compter probablement d'un an, plus après au moins 4 à 7 ans pour que l'arbre commence à produire, et seulement après, ils vont avoir un salaire. Les autres ouvriers qu'on va retrouver dans les plantations, ce sont les peones, ceux qui sont plutôt attachés vraiment sur l'hacienda et qui vont être chargés de toutes les tâches, désherbage, récolte, séchage, transport du cacao. Et donc, ils vont avoir un tout petit salaire et un petit terrain pour leur culture personnelle. Et s'ils veulent un peu plus de terrain ou d'autres biens, ils vont dépendre des crédits que leur accordera le patron. Là, pour le système nicaraguayen en général. Et revenons à notre Émile Meunier. Donc, c'est en 1853 qu'il reprend l'entreprise de son père. C'est déjà, ceci dit, un homme d'affaires aguerri. Il a consacré ses années de jeunesse à l'étude de l'économie, du commerce, de la pharmacie. Et il s'est très tôt associé à l'activité commerciale, notamment avec des voyages en Amérique comme correspondant commercial. Donc, il connaît déjà bien le terrain. Et il a donc très rapidement une conception globale de l'activité chocolatière. Il cherche vraiment à maîtriser l'ensemble du processus. Et pour lui, maîtriser l'ensemble du processus, c'est déjà bien sûr mettre la main sur les matières premières et donc à commencer par le cacao. Il est en plus politiquement partisan du libre-échange. Il est convaincu qu'il faut rationaliser, moderniser les activités industrielles et agricoles et que le fait de pouvoir se passer, dans le cadre du libre-échange, de la protection douanière permet de soutenir la concurrence à l'étranger. Donc, c'est ce qui va le motiver à s'intéresser de plus près au Nicaragua. Donc, voici notre carte du Nicaragua. J'ai fait un petit zoom sur la zone dans laquelle Émile Meunier va surtout venir travailler. Et je crois que j'ai un zoom après, voilà, pour situer les deux plantations que je vais vous présenter ensuite, de San Emilio et Vallée Meunier. Donc, ils sont vraiment tout proches du lac Nicaragua. Il connaît donc bien, Émile, l'Amérique centrale, puisqu'il a fait, comme je vous le disais, de nombreux voyages en tant que négociant. Il s'est aussi beaucoup intéressé à toutes les études qui ont été menées sur les tracés de canal interocéanique, puisque ça servirait bien sûr ses intérêts. Ça permettrait d'amener le cacao dont il dispose beaucoup plus rapidement jusqu'en France. Et dès que, du coup, le Nicaragua va ouvrir le pays aux investisseurs étrangers, il va envoyer Gaston Schiffman étudier, donc un de ses ingénieurs, étudier les foyers de production du cacao. Et celui-ci va donc acheter des terrains, d'abord ce qui sera appelé ensuite le Vallée Meunier en 1863, puis la plantation, l'hacienda du San Emilio en 1867, qui sont toutes les deux à proximité du futur tracé nicaraguayen, puisque, en gros, ça traverse le bas du lac ici. Donc, on est vraiment tout proche. Gaston Schiffman va devoir donc ensuite gérer et administrer le domaine. Il sera ensuite remplacé par Jules Gavinet, un autre Français, qui prendra la relève. Parallèlement, Émile Meunier va également contribuer au financement de la fabrique de caoutchouc de Grenelle de son beau-père, M. Girard. Et le fait qu'il y ait des EVA, naturellement, sur la plantation du Vallée Meunier, bien sûr, relève un atout supplémentaire pour acquérir ces terres. L'intérêt qu'il va porter au pays est tel que le gouvernement nicaraguayen va carrément le nommer délégué général du Nicaragua pour les différentes expositions universelles à partir de 1867, puis 1878, 1889, etc.
Et il entretient d'excellentes relations avec les propriétaires de l'hacienda voisine de Vallée-Meunier, qui est l'hacienda Las Mercedes, qui sont tout simplement Vicente Quadra et Pedro Joaquim Chamorro, qui vont être des membres successifs de l'oligarchie conservatrice dirigeante. Donc voilà, en fait, il est très très proche des différents gouvernants nicaraguayens, ce qui va aider. Et il va même être en 1872 proposé au titre de ministre plénipotentiaire, donc doté de plein pouvoir auprès de la République française. Mais par contre, le gouvernement français va tiquer puisque va considérer qu'on ne peut pas être à la fois un industriel, un homme d'entreprise et en même temps avoir cette fonction honorifique. Du coup, il va décliner cette fonction et ne pas la remplir. Le Vallée-Meunier, venant un peu plus près au fait, même si je vais essayer de ne pas vous en dire trop quand même, le Vallée-Meunier, qui est ici représenté sur une gravure que vous connaissez certainement cette image, puisque nous avons la même chose gravée dans le bronze sur le monument Émile Meunier et sur la plupart des publications industrielles des Meuniers ou des publications publicitaires. On va retrouver toujours cette gravure déclinée de plusieurs façons pour valoriser un petit peu et nous donner là sur cette image une vue un petit peu idyllique, finalement très organisée, comme si on avait une cité très modèle, avec une organisation extrêmement rigoureuse de la plantation. Ce n'est pas tout à fait la réalité, mais en tout cas, c'est une image qui va beaucoup être utilisée. Il va donc acheter ces terres donc en 1863 à la famille Lacaillot et nous avons ici plus de 1000 hectares, dont une grande partie est complètement à l'abandon, mais dans une vallée fertile, vraiment ensoleillée et à quelques kilomètres du lac Nicaragua. Ils vont donc très rapidement faire défricher les terrains et les aménager en ce qu'on appelle des madriados. Je vais grossir un peu mon écran. Chacun des carrés, en fait, que vous apercevez ici, c'est ce qu'on appelle des madriados. Chaque madriado fait 15 hectares et reçoit en moyenne 15 000 cacaoyers. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. On peut voir sur ce plan également, donc c'est un plan qui a été dressé par l'ingénieur Paul Lévy, qui est un ingénieur géographe qui a beaucoup travaillé sur le Nicaragua et qui a visité la plantation. Et ce qu'on aperçoit aussi sur ce plan, c'est tout à fait en bas un premier rio, une première rivière, plusieurs petits ruisseaux qui traversent le domaine, vraiment qui en font finalement presque les limites. Et c'est ça aussi qui fait la grande valeur de ce territoire, c'est qu'il est très entouré d'eau et que les meuniers vont donc pouvoir mettre en place un système d'irrigation extrêmement moderne qui vont permettre de vraiment apporter de l'eau dans toutes ces parcelles. En fait, des rigoles vont être adaptées, un barrage va être retenu et des rigoles vont être adaptées, vont être créées entre chaque madriados pour vraiment pouvoir apporter l'eau. Voici une image un peu idyllique, une toile de Ruinart qui a été peinte vers 1900, qui nous donne une image donc du petit barrage du petit lac, la maison de maître à l'arrière, différents bâtiments agricoles également. Une autre vision toujours assez paradisiaque, toujours la maison de maître. Ici, les bâtiments de fermentation, des séchoirs. Et on voit nos ouvriers qui ont l'air vraiment d'être tout à fait heureux de gambader avec les chevaux sur l'herbe, le volcan Mombacho derrière. Vraiment, ça donne absolument envie, bien évidemment, d'aller s'y rendre. En l'espace de 3 ans, l'hacienda va compter 300 000 cacaoyers, ce qui est quand même assez remarquable, et emploie 200 à 300 personnes. Sa réputation va donc complètement vraiment dépasser les frontières du pays. La maison de maître, donc, que l'on voit ici sur cette image, en bleu, en réalité c'est une maison construite en briques, donc elle n'est pas du tout bleue. Et je vous mets juste une image de l'intérieur. Allez voir l'exposition virtuelle, vous aurez plein d'autres images de l'intérieur de la maison. Elle est aménagée avec soin. Et ce qui m'amuse dans cette image-là, c'est ce qui se trouve, on est dans la salle à manger. Et si on regarde bien sur la gauche de l'image, vous avez ici un peu ce qu'on aurait chez nous dans nos jardins, une fabrique de jardin, une rocaille, mais qui est dans la salle à manger, imaginez. Et si on venait, je ne sais pas si je peux zoomer encore, vraiment regarder de très très près ce qu'on a ici, on a des animaux empaillés. Donc c'est d'un goût, effectivement, pour nous autres occidentaux du XXIe siècle, peut-être douteux. Mais il faut savoir que ce soit Gaston Schiffman ou son successeur Jules Gaginet étaient des collectionneurs passionnés de taxidermie, de géologie, d'archéologie.
et donc ont accumulé l'un et l'autre des collections assez extraordinaires. Et ils recevaient beaucoup dans cette maison. Et donc les voyageurs qui étaient reçus profitaient de la bibliothèque et pouvaient admirer les collections. Et pour la petite histoire, un jeune ouvrier orphelin que Jules Gavinet a pris à un moment donné sous son aile s'appelle Dioclétano Chavez. Et ce monsieur Chavez est bien être autre que le futur fondateur du musée national nicaraguayen, du premier musée du Nicaragua, qui donc verra le jour quelques décennies plus tard. Donc il a grandi dans une atmosphère assez cultivée qui a permis cela. L'administrateur, donc là on est dans la maison de Jules Gavinet, c'est le deuxième administrateur. Et comme je vous le disais, il était aussi fan d'archéologie et il a accumulé une collection de pièces mayas. Donc vous avez ici sur cette image quelques tessons que Nestlé France a bien voulu nous prêter, qui sont donc voilà des vrais tessons mayas qui ont été ramassés sur le domaine lorsqu'ils faisaient des travaux ou qui venaient peut-être de l'île d'Omo, TP. La plus grande partie de la collection de Jules Gavinet a été léguée à l'ancien musée de l'Homme et fait aujourd'hui partie des collections du Quai Branly. Mais Nestlé en avait gardé quelques-uns, donc on est bien content de pouvoir les voir de plus près, même si c'est virtuellement. Le domaine du Valais-Meunier est particulièrement moderne, mais tous les bâtiments en fait existaient déjà, ils vont être un petit peu améliorés ou agrandis. Ils vont respecter vraiment le style colonial local pour s'adapter bien sûr au climat local. Donc ici, nous avons par exemple les hangars qui étaient très aérés ou parfois, voilà, on pouvait aussi, quand il faisait trop chaud, pour les maisons des ouvriers, les ouvriers pouvaient étendre leur hamac dans les hangars. Je vous ai mis quelques images, mais pas trop. Le grand barrage, donc le principal barrage qui a été donc monté sur la rivière Omochego pour vraiment pouvoir drainer toutes les eaux ensuite vers le système d'irrigation. Gaston Schiffman a été chargé par Émile Meunier de vraiment moderniser au maximum toutes les techniques de culture et de récolte. Vous avez ici une vision de la réunion des ouvriers le matin au Valais-Meunier avant le travail. Et on a beaucoup d'informations sur le fonctionnement de la plantation grâce à Félix Belli, qui est un géographe passionné qui a écrit un ouvrage sur toute l'Amérique centrale dans laquelle il a voyagé et qui a fait un séjour au Valais-Meunier à l'époque de Gaston Schiffman. Il ne savait pas du tout quand il a visité que ça deviendrait si célèbre et si important et qu'il écrirait ce livre. Et en tout cas, il y a plusieurs pages dans son ouvrage. Et du coup, on a, alors bien sûr, c'est sa vision de Français qui vient visiter le Nicaragua, donc avec une vision certainement assez colonialiste des choses. Il ne faut pas se leurrer, et c'est vrai que son discours est parfois un peu gênant pour nous aujourd'hui, mais en tout cas, ça nous permet de bien comprendre ce système. Et il décrit dans son texte Meunier comme ayant mené une révolution pacifique, puisqu'il s'est complètement opposé au système ancestral d'avance dont je vous parlais tout à l'heure, et a décidé de ne rémunérer les travailleurs qu'après la tâche. Donc c'était très compliqué au départ, mais finalement, petit à petit, ça a fait quand même la célébrité de la plantation et qui fait que les différents salariés, les ouvriers venaient un peu plus travailler chez Meunier qu'ailleurs. Il nous raconte aussi, donc là voilà, je laisse Félix Belli dire, je n'ai pas de preuves, que en plus de leur salaire, les ouvriers recevaient chaque jour des bananes, et pour cause, on plantait des bananiers dans toute la plantation pour faire de l'ombre aux cacaoyers. De la viande, il est même dit qu'on tuait un bœuf par jour sur la plantation pour nourrir les ouvriers. Ça me paraît un peu excessif, mais pourquoi pas. Et des tortillas de maïs et de fromage, donc la cuisine locale. Les ouvriers que nous voyons ici étaient dirigés par des hommes de confiance, par exemple le seigneur Pérez, on voit ici, qui donc est une personnalité locale et qui pose ici gentiment devant un petit bâtiment qu'on aperçoit derrière lui, qui n'est autre qu'un bâtiment dédié au traitement de l'indigo, puisque le Valais-Meunier cultivait aussi de l'indigo et que Émile Meunier n'a pas cessé de le faire, même en plantant des cacaoyers. L'hacienda comptait donc un administrateur qu'on appelait le mandador, un sous-mandador, donc je pense que le seigneur Pérez était un sous-mandador, et une centaine d'ouvriers, charpentiers, maçons qui étaient toujours présents, en plus donc peut-être 200 autres qui venaient régulièrement aider. Mais également des femmes, une vingtaine de femmes, on en voit ici 4, qui, donc la gouvernante, des blanchisseuses, des cuisinières, le personnel d'intendance, etc. Tout ce qui est surveillance générale était bien sûr,
comme c'était l'usage dans ce milieu colonial, confié à des Français. Et toujours selon Belli, un petit cacaoyer du Valais-Meunier, Belli nous dit, là je le cite, « Le séjour de Valais était des plus agréables. La viande toujours fraîche, les lits de camp établis pour les mozos sous une des vérandas prouvaient qu'on s'occupait de leur bien-être. On était plus gai au Valais que partout ailleurs, on y chantait tous les soirs, on y dansait dans les fêtes encore si nombreuses du calendrier espagnol. Les marimberos et les guitarreros y étaient toujours bien accueillis. » Ça paraît presque trop beau pour être vrai, mais en tout cas, c'est agréable de lire ça. Donc, je vous ai mis quelques images, pas trop, il y en a beaucoup plus dans l'expo. Donc, des bâtiments, ici, le magasin de fermentation du cacao, les séchoirs au soleil. Et nous passons à San Emilio, puisque comme je l'ai indiqué au tout début, après le Valais-Meunier, 4 ans après, Émile Meunier a fait acquérir à Schiffman donc une autre hacienda à San Emilio, qui est vraiment, alors là, c'est vrai que l'image n'est pas très nette, mais c'est la toile elle-même, l'huile sur toile qui est vraiment très très passée, le vernis a beaucoup jauni. Mais on voit vraiment que la plantation elle est complètement le long du lac Nicaragua. Donc là, c'était vraiment une situation assez idéale. Et sur les pentes, il faut imaginer que juste derrière la plantation, ce sont les pentes du volcan Omochogo, donc qui permettaient là aussi terre volcanique très riche pour la culture. Cette propriété, elle est un peu plus petite, elle compte 6000 hectares, mais sur lequel l'industriel ambitionnait dès le départ de planter près de 900 000 cacaoyers. Je crois qu'il n'a pas tout à fait atteint ce nombre. En tout cas, un an après, 40 000 arbustes étaient déjà plantés, avec une production de 1800 arbres à l'hectare, ce qui était vraiment énorme. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, les deux plantations permettaient, en tout cas, donc dans les années, on dira 1875-80, le cacao utilisé par les meuniers à Noisiel était quasiment intégralement en provenance des plantations meuniers du Nicaragua. Et tac, tac, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, on voit effectivement juste une petite partie de l'hacienda qui était beaucoup plus grande. Là, en fait, cette toile a été dessinée lorsque la plantation a été acquise. Où donc, on voit toute cette forêt le long de la rivière qui a été complètement défrichée pour ensuite y planter des cacaoyers. Ah, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette image? C'est fort curieux. Effectivement, nous sommes revenus à Noisiel dans sa vision très pragmatique de la production du chocolat. Donc, Émile Meunier a fait en sorte de posséder ses propres cacaoyères, mais également, il décide de posséder son propre sucre. Il va donc pour cela, dès 1866, contribuer à la fondation d'une sucrerie moderne à Roye, dans la Somme, puis à Villenoy, près de Meaux, et à Lizy-sur-Ourcq, donc en Seine-et-Marne. Il va implanter dans l'usine de chocolat un laboratoire de chimie qui va travailler sur la sélection des betteraves sucrières. Et la culture des betteraves va figurer en bonne place dans son domaine agricole de Noisiel, donc plus de 1500 hectares sur le domaine donc Noisiel et communes avoisinantes. Et sur cette image, pas très très claire, ce sont des photos très anciennes, on voit une machine extrêmement moderne pour l'époque, qui est une machine mécanique à éplucher les betteraves du domaine, donc qui permettait très rapidement. On les envoyait dans la machine là-haut et en dessous, le monsieur est en train de ramasser la pulpe de betterave qui peut ensuite être envoyée directement dans les sucreries pour être transformée en sucre. Comment ce cacao, pour revenir au cacao, arrivait-il chez nous? Alors, ça s'enlève, je voudrais grossir la photo, j'y arrive pas. Voilà. Vous avez ici donc c'est une photo qui date de 1900, mais ça n'avait pas beaucoup changé par rapport aux années 1870-80, un quai de chargement au port de Granada sur le lac Nicaragua. Alors, il faut s'imaginer qu'on avait un transport assez complexe, puisque déjà, notre cacao, une fois qu'il est prêt à être exporté, il va être emmené en charrette à bœufs jusque donc à Granada. Là, il est chargé sur ce ferry qui va traverser le lac. Donc, c'était des ferries à vapeur. Je crois que j'ai mis une image de ferry où on le voit sur le lac. Non, je ne l'ai pas mis. Ah, ok. Et qui va traverser le lac, ensuite remonter tout le fleuve San Juan pour ensuite arriver à San Juan del Norte sur l'océan Atlantique. Et là,
emprunter des bateaux, des navires à voile, bien sûr. Et c'est la maison Crouan, l'armateur Crouan, qui va travailler pour les meuniers pendant plusieurs années. Et ils vont donc armer pas mal de bateaux qui vont bien sûr porter des noms tels que le Noisiel, tiens c'est étonnant, le Cruzeiro, l'Émile Meunier et l'image que je vous avais mis un peu trop vite. Ah, j'ai encore perdu ma souris. Ça refait comme tout à l'heure. Je n'arrive pas à aller sur mon image suivante. Là, ouais. Et bien sûr, vous connaissez tous sans doute le célèbre aujourd'hui Belém, aujourd'hui classé monument historique, un navire école de la Fondation Belém, qui va voyager plusieurs années pour le compte du chocolat Meunier. Et à nouveau, j'ai perdu la main. Voilà. Alors, tout ce succès de ces plantations, donc je ne vais pas aller très en détail sur les plantations pour que vous puissiez aller voir l'expo, tout ce succès, bien sûr, mérite d'être valorisé. Les meuniers exposent à toutes les expos universelles pour le chocolat Meunier, mais également pour toute leur action sociale, la cité Meunier, pour l'action agricole, la ferme du Buisson, et bien sûr, vont aussi vouloir valoriser le Nicaragua. Et ça va être très facile, puisque le gouvernement du Nicaragua va nommer Émile Meunier commissaire du pavillon du Nicaragua pour plusieurs expos universelles successives. Alors, les expositions universelles, pour rappel, ce sont donc des vitrines technologiques, artistiques, industrielles des pays organisateurs, certes, mais les nations invitées, elles aussi, peuvent exposer leur culture, leur industrie dans ce qu'on appelle des pavillons exotiques. Et donc, le pavillon du Nicaragua, eh bien, est mis à la charge d'Émile Meunier, puis de Gaston Meunier au fur et à mesure des années. Et donc là, c'est une image, qu'elle est un peu petite, de l'expo de 1878. Et voici à quoi ressemblait le pavillon du Nicaragua, qui a été, donc qui est une imitation d'un rancho, donc d'une hutte nicaraguayenne, et qui a été construite par Jules Saulnier, qui est l'auteur du célèbre moulin Saulnier de la chocolaterie. Donc effectivement, on n'est pas tout à fait dans la même architecture. Et dans ce pavillon, donc, qui est au toit de chaume avec des murs en bambou, vont être exposés différents produits agricoles, des collections archéologiques, ethnographiques, que donc les meuniers ont fait ramasser par donc leur administrateur Gaston Schiffman pour venir les exposer ici. Et elle va être très célèbre. On a beaucoup d'articles de presse de l'époque qui vont vraiment célébrer ce magnifique pavillon qui fait rêver les Français. Et en 1889, donc là vous le voyez au pied de la Tour Eiffel, à nouveau ce sont les meuniers qui sont commissaires du pavillon du Nicaragua et cette fois-ci, eh bien ils vont confier son édification à Stéphane Sauvestre, qui n'est autre que l'adjoint de Gustave Eiffel et qui va quelques années plus tard construire la cathédrale sur le site de la chocolaterie de Noisiel. En tout cas, il y a un pavillon qui est beaucoup plus grand que le précédent et dans ce pavillon, on va présenter là encore diverses curiosités naturelles, dont un petit exemple que Nestlé a bien voulu mettre à notre disposition, là encore, et je les en remercie. Ces bocaux fort curieux. On a ici au centre un bocal de fèves de cacao. Là, vous n'arrivez pas à le lire, mais c'est écrit Vallée Meunier, donc elles viennent vraiment de l'exploitation de Meunier. Un bocal avec de la graisse de crocodile. Un bocal de baume de copaou, donc c'est un arbre, donc c'est un baume un peu comme on pourrait parler du beurre de cacao, du beurre de karité, voilà, c'est un beurre végétal. Donc là, ce sont 3 exemples, mais il faut imaginer qu'on avait vraiment des vitrines entières avec des bocaux de tous les produits naturels, les différents bois, et puis énormément aussi de céramique maya. Vraiment le clou du spectacle, et malheureusement, ça, je n'ai pas trouvé d'image du tout, même en cherchant bien, une maquette du projet de canal interocéanique du Nicaragua. Donc, tellement les meuniers étaient convaincus que ce canal allait être percé, pour finalement, vous le savez bien évidemment, être percé au Panama quelques années plus tard, même si le projet de canal nicaraguayen est revenu à l'ordre du jour en ce 21e siècle. Est-ce que j'ai encore une image? Voilà. Et aujourd'hui, voici à quoi ressemble donc la maison de l'administrateur du Vallée Meunier. Donc, vous voyez qu'elle n'a pas franchement changé.
Elle appartient aujourd'hui à l'entreprise Equiforest, qui est une entreprise de reforestation. Donc, il n'y a plus du tout de cacaoyers, malheureusement, sur la plantation, mais du bois de teck, donc, qui est planté donc, de manière dite durable par cette entreprise. Et voilà, donc un lieu qui est donc devenu une société privée pour l'instant. Je ne vous ai pas mis d'image de San Emilio, mais je vous invite, lorsque vous irez dans l'expo virtuelle, la dernière partie de l'expo, il y a un lien vers une petite vidéo YouTube des propriétaires actuels de l'Hacienda San Emilio qui est restée dans son jus, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'on y cultive toujours du cacao, du café, on y élève des bœufs. Et donc, il y a un petit voyage en vidéo à faire à partir de l'expo. Je ne vais pas en dire plus sur le contenu de l'expo, puisque voilà, c'est vraiment espérer maintenant que tout va fonctionner pour vous emmener voir l'expo virtuelle. Alors, j'ai mis un petit lien. Donc, quand vous vous connecterez avec le lien que je vous donnerai tout à l'heure, vous allez entrer sur la plateforme Frame. Donc, ça peut être parfois un petit peu long. Je vous recommande vraiment d'utiliser plutôt un ordinateur ou une tablette, mais en même temps, alors, ce qui est sympa avec la tablette et le téléphone, c'est qu'on est vraiment en réalité virtuelle dans le sens où on déplace sa tablette ou son téléphone et on se déplace dans l'expo, alors qu'avec l'ordinateur, il faut se déplacer avec les flèches ou la souris. Donc, il n'y aura rien d'autre à faire quand on verra cet écran s'afficher Connect. Pas de cliquer dessus, tout simplement. Et d'être patient. Selon votre débit Internet, ça peut être un peu long parfois de charger, donc prenez le temps de laisser tout charger. Quand on entre dans la salle d'exposition, vous avez l'impression que toutes les images flottent, elles sont un peu en 3D et il faut vraiment donc se déplacer pour aller vraiment face à un panneau pour pouvoir vraiment aller voir de plus près ce qui s'y passe. Je ne sais pas vous donner le tournis. Et je voudrais, je ne sais pas, dans la première scène, si. Alors, où est le début de mon expo? Touk, touk. Voilà. Donc, quand on arrive devant, du coup, des panneaux, donc vous voyez que déjà, en plus, l'expo, elle est au Nicaragua, hein, c'est sympathique. On a un beau paysage par les fenêtres. Et si je m'approche d'un mur, il faut vraiment bien se mettre en face. Et lorsque je m'approche un peu, eh bien, j'ai des liens cliquables. Je n'ai plus qu'à cliquer. J'ai le texte, par exemple, qui va s'ouvrir. C'est sûrement petit pour vous, hein, ce n'est pas évident de partager l'écran. Quand je suis sur une image, même principe, je vais cliquer et mon image va se zoomer. Je vais pouvoir voir en détail ce qu'il y a dessus. Si je veux aller visiter le paysage dehors, je peux m'approcher de la fenêtre et je me retrouve, selon les scènes, dans divers paysages. Donc l'exposition est constituée de 3 scènes, 3 salles en fait. Donc on navigue, on peut se balader comme ça, avec voilà, la souris on tourne, et puis avec ensuite les flèches du clavier, on se dirige vers ce que l'on veut regarder. Voilà, donc il y a différentes choses à voir. Pour changer de salle, il faut aller vers le fond, là vous avez un grand tableau noir, et vous verrez en vous approchant qu'il y a écrit scène 2 ou scène 3, quand vous êtes dans la scène 1, ça paraît logique. Il suffit de cliquer dessus et vous vous retrouvez dans une autre salle d'expo avec la suite. Donc là, par exemple, tiens, allez, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, je ne me rends pas bien compte de ce que vous voyez. Je vais essayer de vous mettre la chambre à coucher de Madame Gavinet. Par exemple, voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs images de la maison des Gavinet qu'on peut naviguer, on peut revoir les plans, certaines images que je vous ai montrées et puis beaucoup d'autres que je ne vous ai pas montrées. Ce qui est sympa, effectivement, si on s'approche du plan de la plantation Valais-Meunier, on peut le zoomer. Alors, selon quand vous approchez plus zoomant, on peut zoomer et vraiment voir en détail ce qu'il y a sur ce motif. Ce qui est rigolo dans cette application, c'est que là, vous avez peut-être, selon ce que vous arrivez à voir, la luminosité de la salle est plutôt une luminosité de fin de soirée. En fait, l'application se met complètement en accord avec l'heure qu'il est quand vous allez dans la salle. Donc, c'est pour être plus immersif.
Donc cet après-midi, quand je suis allée vérifier que tout allait bien, elle était très ensoleillée. Si vous y allez le soir, vous avez un éclairage nocturne. C'est vraiment assez rigolo. Là, vous ne le voyez pas parce que je suis toute seule à visiter l'exposition. On peut être jusqu'à 15 personnes en même temps dans l'exposition. Et quand il y a plusieurs personnes, vous verrez des petits bonhommes. Et donc, vous pouvez même personnaliser votre propre avatar, votre bonhomme, lui donner l'apparence que vous voulez. Et vous pouvez donc voir ces petits bonhommes se déplacer et regarder l'expo avec vous. Et si je vais dans la troisième scène, voilà, j'adore parce que là, nous sommes pas, parce que vous arrivez à apercevoir par les fenêtres. Et si je regarde par la fenêtre, je suis en 1889 au pied de la Tour Eiffel. Vous allez bien s'amuser un petit peu, tant qu'à faire. C'est vraiment un outil qui est assez formidable, je dois reconnaître. Il faut trouver le truc pour naviguer. Bon, maintenant, moi, ça va. Je ne vous cache pas qu'il m'a fallu un peu de temps. Les jeunes générations sont plus à l'aise. Qu'est-ce qui est à savoir aussi? Ah oui, très important. Il y a à gauche de l'écran un chat. Et donc, je vous invite, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat. L'application en enregistre 50 et ensuite elle les efface. Donc moi, tous les jours, j'irai regarder un petit peu les messages pour en prendre connaissance. Ça nous permet d'avoir un retour sur les visiteurs, donc c'est assez sympathique. Et il y a également possibilité, mais c'est pas vraiment très intuitif, de chatter aussi à l'oral. D'instant le micro, votre micro est activé, vous pouvez discuter quand vous verrez d'autres personnes dans l'expo avec les autres personnes qui s'y trouveront. Donc ça peut être aussi voilà, rigolo. Ça permet effectivement d'avoir un peu l'impression de regarder une vraie exposition, d'être vraiment un peu plus immersif. Donc cette expo, elle peut se visiter par ordinateur, par tablette, par téléphone. Et si parmi vous, les visiteurs très modernes, certains ont un casque de réalité virtuelle, eh bien, ça fonctionne aussi avec un casque de réalité virtuelle. Et là, on est vraiment dans l'expo. Moi, j'ai pas pu tester, je n'ai pas ce matériel, mais ça peut être assez sympa. Donc voilà l'essentiel que je voulais vous indiquer sur cette expo. Toc toc. Oui. Voilà, après, faut pas hésiter à se balader pour la découvrir. Je viens à la scène 1. Et puis je vois que l'heure tourne et que j'ai respecté le timing que je m'étais fixé. Donc, eh bien, je vais quitter l'application. Alors, quand vous êtes un simple visiteur, il suffit juste de sortir de la page Internet. C'est tout simple, hein. Donc, il suffit de fermer et c'est terminé. Et je peux départager mon écran. Et donc, vous pouvez y retourner quand vous le souhaitez. Donc, c'est vrai que c'est un chouette outil. Alors après, Frame, c'est une plateforme qui a été créée pour les enseignants, donc qui est gratuite de ce fait pour permettre aux enseignants de partager avec leurs élèves, qui a des fonctionnalités que nous, on ne va pas utiliser, mais qui permettent vraiment d'être avec ses élèves dans la salle. Donc, si vous voulez y aller en famille ou avec des amis, vous pouvez inviter des gens à venir le même jour que vous connecter et vous pouvez du coup être dans l'expo, la visiter ensemble. C'est un peu le principe, c'est vraiment quelque chose fait pour être partagé, pour être vraiment très immersif. Par contre, effectivement, là pour l'instant, nous sommes limités à 15 personnes dans la salle en même temps, puisque au-delà, eh bien, ce n'est plus une application gratuite. Donc voilà, on s'adapte bien sûr à ne pas faire de dépenses inutiles pour la commune, mais c'est déjà un chouette outil. Donc n'hésitez pas si après vous voulez même partager des trucs, faire votre propre expo, s'il y a des artistes parmi vous, c'est vraiment un outil sympathique. Donc je vais me taire maintenant et juste vous laisser la parole si vous avez des questions ou pas. Et puis voilà, et je vais ainsi repartager pour vous partager le lien, bien sûr, quand même, si vous le souhaitez ou pas. Et sinon, je vous remercie en tout cas beaucoup de votre attention. Et bon, merci de votre bienveillance. Voilà, c'était un... Merci beaucoup, Madame Barbara. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Je suis bluffé. J'étais en train de le dire par des SMS participants qui m'interrogeaient. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ça de façon virtuelle. Donc, c'est vraiment une réussite. Moi, je découvre ça en même temps que tout le monde. Donc, je pense que ça plaira vraiment à toutes les personnes qui auront la chance de pouvoir visualiser ensuite cette exposition. Donc, moi, je vous redis ce que j'ai dit en introduction, mais là c'est d'autant plus vrai qu'on a tous pu participer à cette présentation. Partagez, parlez-en autour de vous, vraiment. Parlez-en autour de vous parce que ça en vaut vraiment la peine. Personnellement, j'ai vraiment été bluffé par le dernier outil. Vraiment, bravo à toute l'équipe. Donc,
c'est vraiment une belle réussite. Voilà. Puis je vous laisse la parole. N'hésitez pas les uns et les autres à poser des questions à Madame Barbara. N'hésitez pas. Merci, Monsieur le maire. Et du coup, c'est vrai que j'ai omis de préciser, bien sûr, là, pour vous, en tant qu'invité du vernissage, vous avez donc possibilité d'accéder à l'exposition dès aujourd'hui. Mais elle sera, par contre, le lien sera partagé sur le site internet de la ville et sur les réseaux sociaux mardi seulement, parce que nous voulons partager en même temps le lien vers l'expo virtuelle et le replay de la présentation de ce soir. Voilà, donc c'est pour ça. Il faut le temps, bien sûr, que je charge l'enregistrement et que mes collègues du service com le mettent en ligne pour qu'on puisse partager. Voilà. Vous en restez. Je me lance, j'ai une question. Donc, le cacao vient d'Amérique du Sud, centrale. Quand est-il arrivé en Afrique? Alors, en Afrique, ça va être vraiment à la toute fin du 19e siècle. C'est vraiment, ça correspond en fait à la montée du colonialisme en fait européen en Afrique. Et fin du 19e et début du 20e que petit à petit l'Afrique va supplanter l'Amérique sur le cacao. Je voudrais savoir, moi, quand les meuniers ont abandonné cette vallée. Ah oui, très juste, c'est vrai que je l'ai pas dit. J'ai tellement voulu pas en dire trop pour que vous alliez voir l'expo. En fait, ça a été dans leur propriété jusqu'en 1976 ou 14, je sais plus, enfin, vraiment très récemment, en fait. J'ai trouvé les actes de vente, effectivement, ça a été vendu dans les années 70. La famille Gavinet, les héritiers de la famille Gavinet sont restés sur place, en fait. Ils continuent à exploiter, alors une petite ferme, hein, ça n'avait plus du tout l'importance que ça avait à l'époque de la grande industrie meunier. Et donc, c'est dans les années 70, effectivement, que ça a été vendu, que c'est sorti des biens meuniers. Parce que je pense qu'effectivement, les dernières générations de meuniers n'ont même jamais mis les pieds là-bas. Ça n'avait aucun intérêt pour eux. Ce qui signifie que s'il y avait encore du cacao, ils vendaient à d'autres industriels, puisque eux n'avaient plus les chocolateries. Non, parce qu'ils n'avaient plus que du cacao, pas que du cacao, en fait. Du coup, ils avaient retransformé en hacienda, enfin, voilà, qui cultivaient un peu de tout, en fait. Ils exploitaient. Je sais même pas, je n'ai pas trouvé trace, il faudrait que je recherche, mais j'ai même pas trouvé trace que les dividendes reviennent au meunier. Et je pense qu'en fait, ils se salariaient comme ça, avec ça vivotait. Je dirais vraiment, dans le milieu du XXe siècle, ça vivotait plus qu'autre chose. D'ailleurs, ça s'est vendu dans les années 70. Merci. Oui, André. Vous réactiviez votre micro, André, pour qu'on vous entende. Voilà. Je l'ai posé par écrit la question. Oui, à quel moment l'exploitation a commencé? Parce que vous avez parlé des esclaves qui venaient d'Afrique pour faire l'exploitation, mais donc ça s'est passé juste avant le moment où ils ont été libérés, enfin, où l'esclavage a été aboli. Ça s'est passé quand? Alors, À 48 par là? Je suis peut-être allée un peu vite, puisqu'en fait, oui, en fait, je dirais que la première moitié du 19e siècle, on avait essentiellement, enfin, 18e et première moitié du 19e, des esclaves africains en plus des indigènes locaux. Excusez le terme d'indigène, mais c'était le terme employé à l'époque. On va pas réécrire l'histoire. Et effectivement, l'esclavage, en tout cas au Nicaragua, n'a été aboli qu'en 1854. 1848, hein, c'est chez nous, dans les Antilles. Et c'est en 1854 que ça a été aboli. Et du coup, voilà, donc là, soit les esclaves ont été effectivement affranchis. Et ce qui fait qu'on a actuellement d'ailleurs une population au Nicaragua qui est extrêmement métissée, avec diverses origines, puisque les Mayas, il y avait plusieurs tribus Mayas, donc diverses déjà types ethniques Mayas, indigènes, et également mélangés avec des Africains et des Espagnols. Donc c'est vraiment, comme beaucoup de pays d'Amérique centrale, hein, des populations extrêmement métissées. Et si vous n'avez plus de questions ou de remarques, voilà, je vous remercie encore, en tout cas, de votre présence nombreux. Et puis, n'hésitez pas, donc ce week-end, à aller vous balader dans l'expo, à inviter d'autres personnes. Et puis, à mettre vos commentaires sur le chat de l'expo. Moi, je regarderai ce week-end régulièrement. Je laisse le mot de la fin à nos élus. Merci beaucoup, Anne. C'était très, très intéressant. Et là, je suis passionnée et je vais le partager.
Je pense que tout le monde s'associe à ce que vient de dire Patricia Julien. Oui. Prenez soin de vous ce week-end. Hein. Faites attention à vous. Puis passez un bon week-end. Passez tous un bon week-end. Et merci encore pour l'expo. Et parlez-en autour de vous. Hein. Vraiment, parlez-en. Hein. Parlez-en autour de vous. Hein. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Merci, bonne soirée. bonne Bon soirée, week-end au de Pâques. Merci beaucoup, Anne. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Encore merci.